Ça paraît fou, mais imagine, tu as 2 ans et du jour au lendemain, ta maman disparaît. C'est exactement ce qui est arrivé à Calice et Seyana. Avant l'incarcération de Poupette, leur petite vie n'était déjà pas de tout repos. Il y a le jour où son fils s'est retrouvé coincé sous une montagne de courses dans un caddie, le jour où il est tombé et il s'est retrouvé aux urgences et où elle a préféré le filmer et demander conseil à ses poupettes. Je suis en train de laver Calice. Attendez, peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. Je suis en train de laver Calice. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume depuis hier. Il y a aussi eu le jour où elle a écrasé la main de sa fille sans s'en rendre compte, bien trop occupée à filmer son snap. Bref, disons que le quotidien n'était pas exactement ce qu'on pourrait qualifier de tranquille. Mais alors, il y a eu le jour où tout a basculé. Le point de non-retour, sa disparition. En 2023, Poupette Kenza a été incarcérée. À ce moment-là, Seyana n'avait que 3 ans et Calice, même pas encore 2 ans. Autrement dit, 2 âges où leur maman, c'est toute leur vie. La séparation a duré environ 4 mois. 4 mois qui, pour des adultes, peuvent paraître courts, et encore ça dépend des circonstances, mais qui en tout cas pour un tout petit représentent une éternité. Et moi ce que je me suis demandé en fait, c'est qu'est-ce que ça leur a fait de vivre séparés de leur maman pendant 4 mois? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et c'est la question à laquelle on va répondre. On va plonger dans ce processus étape par étape. Et tu vas voir, chaque seuil est un nouveau choc et ça peut aller très très loin. Alors au début, rien d'anormal. Il peut arriver à Kenza de disparaître quelques heures sans que ce soit suspect, elle revient, il n'y a pas de souci. Ils ne le savent pas encore, mais cette fois, c'est différent. Elle est partie et elle ne reviendra pas de sitôt. On ne sait pas vraiment dans quel état d'esprit elle est, si elle a dû partir dans la précipitation ou si elle a pu expliquer exactement ce qui allait se passer à ses enfants. De toute façon, je t'avoue que ça ne change pas grand-chose. Parce qu'à cet âge-là, les enfants, ils n'ont pas la notion du temps. Et du coup, pendant son absence, c'est sa mère qui s'est occupée de Seyana et Calice. Pour eux, ce n'est pas une adulte inconnue, c'est leur grand-mère. Mais c'est un adulte qui n'est ni papa ni maman. Et c'est ça qui compte. Et là, même après seulement 1 heure, leur petit cerveau commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Le stress s'active tout de suite. Le cortisol est libéré, l'adrénaline circule dans les veines et le corps se met en mode alerte. Comment est-ce que ça se traduit exactement? C'est très simple. Ils vont se mettre à pleurer ou à s'accrocher à leur doudou, à des objets familiers. C'est leur cerveau et leur corps qui tentent de se protéger face à l'inconnu. En d'autres termes, tout un système de survie commence à s'activer. Littéralement, le corps se prépare à gérer cette absence. Le cœur qui bat plus vite, la respiration est un peu plus forte, les muscles sont prêts à réagir. Et pendant que ça se passe, leur petit univers intérieur commence doucement, mais sûrement, à s'effriter. En clair, après seulement 1 heure, les repères ont déjà été perturbés et le stress est là. C'est le début d'un processus qui va continuer à évoluer dans les heures et les jours suivants. Le lendemain matin, l'absence devient tangible. Et même si Poupette était parfois seulement à moitié là, vous savez, avec son addiction aux réseaux sociaux, elle était complètement scotchée à son téléphone, au moins il la voyait tous les jours. Là, c'est le vide total. Et pour un enfant, ça change tout. Tous les rituels quotidiens sont bouleversés. Le lever, le petit déjeuner, les repas, le coucher, bref, tout ce qui donnait une structure et une certaine forme de sécurité à leur journée a complètement disparu. Seyana et Calice, je pense qu'ils étaient complètement perdus à ce moment-là, incapables de comprendre pourquoi rien ne se déroule comme d'habitude. Imagine juste un peu la scène. Calice est là, il pleure, mais personne ne vient, ou en tout cas pas la personne qu'il voudrait. Son petit cerveau qui est encore en construction, il ne comprend pas. Erreur 404. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Chaque seconde, en fait, c'est juste une éternité pour lui. Si elle ne revient pas, c'est qu'il y a un danger mortel. Les pleurs, les cris, les yeux qui scrutent les alentours comme si à tout moment, sa mère allait ressurgir de nulle part. Bouger dans tous les sens, s'agiter, il marche, il court, il se lève, se rassoit, il tape, ils font du bruit. C'est une façon en fait de libérer de l'énergie et de rester en alerte comme si le danger pouvait surgir à tout moment. Et si toutes ces stratégies-là, elles ne fonctionnent pas, eh bien on change. Et on va rentrer dans une stratégie de repli.
Ils vont attraper leur doudou, se mettre à sucer leur pouce, se recroqueviller un peu sur eux-mêmes, rester dans leur coin. Et là, ce qu'ils tentent de faire, c'est d'éteindre l'incendie qui les consume de l'intérieur. En bref, là, je pense qu'on peut dire que la situation devient plutôt alarmante. Parce que dans la nature, perdre sa maman, c'est tout simplement signer son arrêt de mort. Et pour survivre, le corps, il se met en état d'hypervigilance. Et à ce stade-là, si Poupette était revenue, je pense que ça pouvait encore aller. Mais au-delà, les effets peuvent devenir irréversibles. Et c'est là que ça devient grave. Au bout de 2 ou 3 jours, quelque chose change. Donc le premier jour, les enfants ils pouvaient pleurer fort et ils attendaient leur maman de toute leur force. Le deuxième, ils s'agitaient encore, comme s'ils cherchaient en fait une solution, une issue un peu partout. Mais là, ça devient différent. Leur regard se perd un peu dans le vide. Ils restent un peu plus silencieux, un peu plus en retrait. Et de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est bon, il s'est arrêté de pleurer, il s'est calmé, il s'est habitué. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas qu'il s'est apaisé, c'est tout simplement qu'il s'est éteint. Et ça, c'est terrible, parce que son cerveau, il vient d'activer encore une nouvelle stratégie. Et cette stratégie, elle s'appelle la résignation. Pourquoi ? Parce que crier, pleurer, se débattre, ça n'a rien changé. Son corps, qui est déjà épuisé par 2 jours de stress intense, il peut plus se permettre de gaspiller autant d'énergie. Alors, il coupe tout. Et là, la détresse, elle ne sort plus vers l'extérieur, elle se retourne à l'intérieur. C'est exactement le même mécanisme, un peu comme quand on laisse un bébé pleurer la nuit. Au bout d'un moment, il finit par s'arrêter de pleurer, on est d'accord. Il s'arrête de pleurer parce qu'il a compris qu'en fait, personne ne viendra. Et du coup, son cerveau, il se dit, bon, ok, ça sert strictement à rien de me mettre dans tous mes états, je vais me taire parce que sinon, je vais juste mourir d'épuisement. Et du coup, la conséquence, là, c'est que le lien entre le parent et l'enfant, il se fissure. Cette séparation brutale, elle vient briser quelque chose de fondamental, la confiance. Alors les enfants, ils gardent cette peur au fond d'eux, cette peur de l'abandon. Cette peur qu'à chaque fois qu'une figure d'attachement s'éloigne, elle ne revienne jamais. C'est extrêmement traumatisant. On a aussi donc le cortisol dont je vous parlais tout à l'heure, l'hormone du stress là. Elle reste élevée jour après jour, ça ne diminue pas en fait. Ça reste élevé, élevé, élevé. Et ça, c'est absolument catastrophique pour un cerveau en plein développement. Le cortisol, c'est une hormone anti-développement. Elle va venir inverser le processus en fait. Leur sommeil il est perturbé, l'appétit il est déréglé. Et même les zones qui viennent réguler les émotions, elles se construisent mais dans tous les sens, complètement de travers. Et là, il y a quelque chose qui va venir apparaître et ça s'appelle la régression. Les enfants, ils peuvent se mettre à faire pipi au lit, à réclamer la tétine, à refuser de dormir seuls, à se mettre à faire des grosses colères. Et les régressions, elles ne s'arrêtent pas là. Elles touchent aussi les apprentissages. Un enfant qui commençait à parler, il peut se mettre à se taire. Celui qui faisait ses premiers pas peut se remettre à marcher à 4 pattes. Et tout devient trop lourd. En fait, le stress, c'est dévastateur. Ça vient écraser les capacités des enfants. Au lieu qu'ils s'épanouissent et qu'ils évoluent, eh bien, ils vont venir régresser. Et leur cerveau, en fait, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là ? Il se dit qu'il n'a pas d'énergie pour grandir. Là, son but à l'heure actuelle, c'est juste de survivre. C'est ça qui est cruel en fait. À cet âge-là, chaque mois, chaque jour, c'est censé être une victoire. Ils vont apprendre quelque chose de nouveau, un pas de plus vers l'autonomie. La séparation, dans le pire des cas, elle va venir inverser le processus. L'enfant, il ne va pas avancer aussi vite qu'il l'aurait fait s'il avait eu sa figure d'attachement, donc sa maman, avec lui. Même s'ils sont avec leur grand-mère, ils vivent ça comme un véritable abandon. Et ce genre de blessure, c'est pas juste une petite égratignure qui disparaît avec le temps. C'est vraiment une blessure qui est profonde, qu'on ne voit peut-être pas à l'œil nu, mais qui continue de travailler de l'intérieur. On a une mémoire, en fait, qui s'appelle la mémoire émotionnelle. Et elle ne pardonne pas. Elle s'imprime vraiment dans chacune de nos cellules, dans notre inconscient, sans même qu'on s'en aperçoive. Et ça devient une cicatrice brûlante qui ne se referme jamais. Et ça va même finir par façonner la manière dont l'enfant se protégera quand il aura atteint l'âge adulte. Ça va aussi loin que ça a des répercussions en fait sur tout le long de la vie. Et même à l'âge adulte, on peut craindre constamment d'être à nouveau trahi ou abandonné. En fait, tu fais plus confiance vraiment pleinement aux gens qui t'entourent. Et tu vois que là, les choses commencent à devenir sérieuses.
Et le pire, c'est que c'est même pas fini. En seulement une semaine, leur quotidien et leur psychisme s'est complètement transformé. On le voit pas de l'extérieur, mais ça, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Alors imagine seulement ce qui peut se passer au bout d'1 mois ou 2 mois de séparation. Alors 4 mois plus tard, les enfants ne sont plus dans la tempête émotionnelle des premiers jours. On a une sorte de calme qui s'est installé et c'est pas un calme de surface. Vraiment, leur quotidien, il reprend une structure, ils ont retrouvé des repères avec d'autres adultes et leur cerveau commence à intégrer cette nouvelle réalité. Mais attention, ça veut quand même pas dire que tout va bien. Même si les enfants ils ne peuvent pas raconter avec des mots ce qu'ils ont vécu, leur corps, leur système nerveux, il se souvient de tout lui. Il a rien loupé, il a tout imprimé et il a tout retenu. C'est une mémoire invisible, mais elle est bien réelle. Je ne sais pas si tu connais les théories de l'attachement. Il y a plusieurs types d'attachement en fait, et ce genre d'expérience-là de séparation prolongée avec sa figure d'attachement, donc la maman, le papa, ça laisse des traces beaucoup plus profondes que tout ce que je viens de vous raconter là. Enfin si, j'en ai un petit peu parlé par rapport au fait qu'à l'âge adulte, ils ne puissent pas faire confiance aux autres. Et bien tout ça, ça porte un nom. Ça s'appelle l'attachement insecure. On est censé avoir un attachement secure. Quand tout se passe bien dans ta vie, que tes parents font bien leur taf, normalement, tu es censé développer un attachement secure. Tu t'attaches à tes parents, tu t'attaches aux personnes qui t'aiment et vice-versa. Et l'attachement insecure, qu'est-ce que c'est ? C'est quand un enfant, il peut plus faire confiance à la stabilité de ses parents. Concrètement, ça donne 2 réactions opposées. Tu as l'enfant qui peut être dans sa version colle. Donc, il devient hyper dépendant, il pleure dès que tu quittes la pièce, il s'accroche à toi, il veut dormir dans tes bras parce que dans sa tête, s'il te perd de vue, tu disparais, il est foutu, il est mort. Et il y a aussi la version glace, la version froide. Donc, en apparence, tu as un enfant qui devient autonome, indépendant, limite froid. Mais en fait, c'est juste une stratégie de survie. Parce que son cerveau, il a enregistré que pleurer, machin, tout ça, ça sert à rien. Alors, il se referme et il se forme un peu cette carapace autour de lui pour lui donner un sentiment de « Ok, je suis fort, j'ai besoin de personne ». Et ça peut avoir des répercussions tout au long de la vie et notamment dans les relations amicales et amoureuses. La peur, elle reste là en fait. T'as toujours peur d'être quitté. T'as de la difficulté à faire confiance. T'as besoin d'être rassuré en permanence. Tu vas développer des dépendances affectives. Ça peut être l'inverse aussi. Genre les gens qui sont super froids, qui ont besoin de personne, hyper solitaires, hyper indépendants. Tout ça, c'est juste une carapace. Mais dans toute cette histoire, il y a quand même une bonne nouvelle. De toute cette mierda là, il y a une bonne nouvelle. C'est que le cerveau des enfants, il est incroyablement plastique. Avec un environnement stable, une présence affective régulière, il peut se reconstruire un sentiment de sécurité. Pour Sayana et Calice, comment est-ce que ça se traduit ? Il n'y a aucun doute, cet épisode de leur vie les a traumatisés. Et je pense même que Sayana elle a développé une peur démesurée de l'abandon. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Parce que là, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est pas pour rien. 4 mois sans sa mère, pour un enfant, c'est pas juste une absence passagère. C'est vraiment un séisme intérieur. Et j'irais même jusqu'à dire, il n'y a pas besoin de 4 mois en fait. Ça peut être quelques jours ou ça peut être plusieurs heures par jour, mais de façon répétée dans le temps. Tout le temps, ça vient créer un fossé entre toi et ton enfant. Ça vient créer un manque et ce manque, il s'imprime dans le corps, dans le cœur et même jusque dans le cerveau. C'est pas anodin et c'est certainement pas sans conséquences. Et soyons honnêtes, de toute cette histoire, il n'y a absolument rien de positif pour les enfants, sauf peut-être le fait qu'ils aient pu construire un lien privilégié avec leur grand-mère. Mais à part ça, il n'y a que de la confusion, du stress, des pleurs, du vide affectif. Et tout ce qu'ils auront retenu, c'est de la douleur. Et c'est tellement triste. Poupette, à travers ses choix et ses bêtises-là, elle a fait du mal. Peut-être pas volontairement, mais en tout cas, elle en aura fait du mal. Mais, comme on l'a vu, les enfants, ils ont une incroyable capacité de résilience. Leur cerveau, il peut se déconstruire, se reconstruire. Et leur cœur, il peut se réparer. À condition qu'ils aient enfin cette présence stable et sécurisante dont ils ont éperdument besoin. Alors, espérons quand même que maintenant, Poupette aura compris que le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir à ses enfants, c'est ni une grande maison, ni des jouets, ni tout ce qu'elle peut leur apporter via les réseaux sociaux, mais simplement elle. Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'un enfant attend de sa maman et c'est tout ce dont il a besoin. Voilà, petite vidéo comme ça
un peu en mode freestyle. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi tes impressions, dis-moi ce que t'en as pensé, si t'as appris quelque chose. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est faire un peu prendre conscience au plus de personnes possible que rien de tout cela n'est anodin. On a beaucoup banalisé ça via notamment l'école là, obligatoire à partir de 3 ans, mais moi je suis persuadée que c'est plus destructeur que constructeur pour un enfant d'être séparé aussi brutalement de ses parents toute la journée. C'est encore un autre débat, je pense que je vais en faire une autre vidéo, on va en parler. Mais voilà, la séparation parents-enfants qui est extrêmement banalisée dans notre société, ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Bon là j'ai pris comme exemple Poupette et ses enfants parce que c'est l'actualité, mais c'est applicable dans plein d'autres circonstances. Et c'est tellement malheureux de faire des enfants pour au final se retrouver séparés d'eux et on se fait déjà du mal à nous-mêmes et on fait beaucoup de mal à nos enfants. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Et voilà, à la revoyure.